Vous l'avez compris, je pense que je suis pas, je suis pas forcément la personne qu'on a mis en photo sur le webinar. Je suis beaucoup moins yoga que ça. Euh, on a voulu faire un webinaire qui soit plutôt sous un format atelier et échange. On a, je crois, 6 modules sur lesquels on essaye de décrypter ce qui nous semble des éléments clés pour amorcer des croissances commerciales. Euh, on revient sur des fois des bases théoriques, un retour d'expérience que l'on a au sein de Sales and Strategy et de toutes les expériences commerciales qu'on a pu faire. Et ensuite, des questions-réponses. N'hésitez pas à les mettre en vrac dans le chat en bas à droite sur le Google Meet. Françoise, qui est responsable du développement marketing pour Sales and Strategy et pour nos clients, me fera passer les questions. Et le but, c'est qu'on est en petit groupe. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions les plus bêtes ou même les plus, je veux dire, les plus précises. Le but, c'est d'être interactif. Je vais essayer de pas faire des monologues parce que je suis un grand, je suis commercial, mais je suis très bon pour faire des monologues, donc je pense que c'est un de mes plus gros défauts. Euh, pour vous donner juste un petit laïus sur qui je suis et qui est Sales and Strategy, moi je m'appelle Florent Vernet. À la base, je suis ingénieur et j'ai fait à la suite de mes premières expériences professionnelles en tant qu'ingé, j'ai repris un parcours au sein de HEC. J'ai toujours été passionné de business développement, de vente. J'ai fait des ventes. Alors, je vais faire rejoindre la dernière personne, c'est bon, ok. Hello Cédric, merci de nous avoir rejoints. Euh, j'ai toujours été passionné de BizDev et de vente, alors que en B2B. On ne parlera pas de B2C. On n'a pas du tout d'expertise B2C au sein de mon parcours et de Sales and Strategy. Pour ma part, moi, j'ai créé 2 startups tech B2B que j'ai revendues, une en machine learning et une dans tout ce qui était les objets connectés pour la smart industry, le smart building. Ça paraît un peu gros comme ça, mais bon, derrière ça, il y a surtout, juste cette petite phrase qui résume 2 réussites, il y a aussi beaucoup d'erreurs, et je trouve que c'est ces erreurs qui permettent d'apprendre assez vite. Pour le petit clin d'œil, nous, on est basé sur Lyon, dans un tout petit village au cœur du Beaujolais qui s'appelle Châtillon-d'Azergues. Je crois qu'on est moins de 1500 habitants. Donc, si vous passez nous voir, ça, avec grand plaisir. Et la troisième société que j'ai créée, avec Romain Madedu, mon associé aujourd'hui, on a créé Sales and Strategy. On se résume comme une équipe d'experts opérationnels. On vient aider des structures naissantes ou des structures en fort développement à adopter les bonnes méthodes, les bons processus, les bonnes compétences soft skills et humaines pour atteindre les prochaines phases de croissance. 6 modules. Comment trouver de manière chirurgicale son client idéal, les critères pour créer les fichiers de prospection avant de parler des outils, les questions qui nous semblent les plus pertinentes au niveau rationnel. On parlera également ensuite des émotions. C'est quelque chose qu'on voit qui est assez peu abordé, et surtout sur des ventes B2B où tout de suite on a une proposition de valeur qui est assez forte et on pense que le produit, les fonctionnalités, les caractéristiques vont faire la vente, et on parle assez peu des émotions. Comment adopter une posture gagnante, c'est un peu de la négociation. Et surtout, le 6e point qui est une ouverture, c'est comment maîtriser avant de déléguer. On voit trop de boîtes qui cherchent tout de suite à déléguer avant de maîtriser elles-mêmes. J'ai juste une petite comment dire, j'ai juste une petite règle sur les questions-réponses. J'exige une parité totale, donc une question homme et femme, ou femme et homme, mais ça permet au moins que tout le monde prenne la parole. Donc, heureusement que Anna et Léa sont là aujourd'hui. Alors, au-delà des suppositions, trouvez votre client idéal avec une précision chirurgicale. Je reviens sur un point qui est un point de théorie
qui est assez peu abordé même dans les écoles de commerce. Mais je vais prendre le cas, par exemple, d'une boîte qui a créé un outil logiciel qui est à destination des artisans français ou francophones, donc Belgique, Suisse. Le Total Available Market, c'est l'ensemble des artisans français qui peuvent acheter cet outil. Par contre, forcément, tous les artisans n'ont pas un besoin, ou même s'ils rencontrent le problème, c'est pas pour ça qu'ils vont acheter cet outil. Et donc, je ne sais pas, en France, il y a peut-être allez, 2-3 millions d'artisans. On a une obligation de se dire quel est le segment de marché, quelle est la niche sur laquelle je vais me concentrer. Pourquoi il y a cet effort à faire parce que finalement, la très grosse variable qui va impacter les résultats que l'on va obtenir dans le développement commercial, ça va être où est-ce que les efforts, le temps de travail, où est-ce que l'on applique cet effort et ce temps de travail. On pourrait très bien se dire, bah, je prospecte l'ensemble des artisans, mais on va être beaucoup moins performant en se disant, bah, je vais prospecter ceux dont je pense qu'ils ont le plus besoin de ma solution. Je fais cette petite piqûre de rappel parce que on voit trop de boîtes qui n'arrivent pas à identifier les 10, 15, 30, 100 premières sociétés, entreprises à contacter et qui partent juste du code NAF pour prospecter. Tac, 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 je reprends juste. Quand on a dit ça, c'est très joli, mais maintenant, qui sont les clients que je dois identifier? Chez Sales and Strategy, on aime dire que ce sont les clients prioritaires à contacter, ce sont ceux qui ont le problème le plus important, le problème le plus urgent et le problème le plus douloureux à résoudre. Alors, il ne suffit pas de partir de son intention et de ses hypothèses, même si on est obligé de les fixer au départ pour définir quel est le client idéal. Mais pour répondre à cette question, on est obligé de mettre des sous-parties, de diviser cette question principale en sous-questions. Et on revient toujours à cette question, ce que les prospects veulent réaliser, c'est-à-dire le job to be done. Quand on dit job, il ne faut pas le comprendre dans le sens le job dans le titre principal, directeur commercial, CTO, direction RSE, DAF, mais quelle est la tâche que la personne doit réaliser. Et ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on cherche forcément à le résoudre. Quelles sont les attentes des cibles suite à la réalisation de ces tâches? Quel est le résultat attendu? Quelle importance accorde-t-il à ce job? C'est-à-dire même en temps de travail. Est-ce que c'est quelque chose qui est périodique ou ça peut être quasiment quotidien? Quels sont les bénéfices qui en découlent? Quels sont les outils directs, les stratégies de contournement ou comment ils font aujourd'hui pour répondre à ce problème? La question aussi qui me semble très importante, et je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes en mesure de tous y répondre au sein de cette visio, c'est comment le prospect mesure-t-il ou évalue-t-il le succès du travail réalisé, le résultat souhaité. Même parfois, on trouve que, enfin, dans les exercices de développement que l'on fait pour nos clients, même le client dit j'ai le problème, il n'arrive même pas à se projeter sur le résultat souhaité. Et c'est là où nous, on intervient en tant que le sales entrepreneur à venir aussi l'aider à se projeter sur quel est le résultat qu'il a besoin d'obtenir et comment il le note. Comment pouvez-vous fournir plus de valeur que vos concurrents? Aujourd'hui, on est quand même sur un marché où on a une explosion des innovations et on se retrouve face à beaucoup de solutions alternatives qui ont quasiment les mêmes caractéristiques, quasiment les mêmes fonctionnalités. Je suis sûr que vous êtes capable de me citer au moins un concurrent direct. Et qu'est-ce qui va faire la différence lorsque vous allez être face à votre client? Et c'est peut-être pas uniquement une fonctionnalité, une caractéristique, mais ça peut venir également de la façon dont vous allez vendre. Comment la personne à qui tu veux vendre évalue son succès et la réussite de son travail, atteinte de ses objectifs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental. Parler des résultats souhaités, je trouve qu'on ne le fait pas assez dans la description de son client idéal. Et ça va permettre de créer des solutions
pour les aider à réussir. Finalement, on va créer, on va chercher à résoudre le problème que l'on cherche à résoudre a pour objectif de répondre à une demande soit fonctionnelle, c'est-à-dire ce que le client veut faire, soit émotionnelle, ce que les utilisateurs veulent ressentir ou éviter de ressentir en effectuant un travail, et social, on le retrouve un peu moins dans le B2B, mais comment les utilisateurs veulent être vus ou perçus par les autres. C'est plutôt à une dimension d'entreprise. Une fois que l'on a défini ça, est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de définir dans les clients que vous avez eus ou ceux que vous allez prospecter les clients idéaux à contacter? Le client idéal, il va se définir par plusieurs critères. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir, mais ça va être une appétence d'urgence par rapport à ce que vous lui proposez. Il va signer rapidement. Il est en capacité d'achat, c'est-à-dire qu'il a aussi les capacités financières de vous acheter votre solution. Il ne va pas venir négocier des rabais 20-30%. Vous n'allez pas dépenser des sommes monstrueuses en marketing, en développement commercial pour l'avoir. Il va rester longtemps avec vous. C'est un client qui est volontaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas le relancer 15 fois pour qu'il vienne signer chez vous. Il est très proactif. Il est aussi, et ça on pense un peu moins, il a une capacité en interne à être vraiment proactif aussi pour déployer la solution et embarquer l'ensemble des acteurs de l'entreprise sur l'utilisation de votre produit, de votre solution. Et il a aussi le potentiel de multiplier ses achats. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui faire un upselling. Et le dernier, le bonus du client idéal, c'est que ça va être un prescripteur. Il faut savoir qu'un client un client idéal pourra vous amener uniquement vers des clients qui sont plus petits que lui. Donc, si votre client idéal, c'est une PME, il pourra vous amener que sur des TPE. Si c'est un grand groupe du CAC 40, il pourra vous emmener que sur des ETI ou des très grosses PME. C'est quelque chose aussi qui est… avant de passer à la prochaine slide, si vous avez des questions, je suis preneur. Pardon, Françoise? Oui, Baptiste. Oui, excuse-moi. Du coup, ouais, Baptiste. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'un client peut amener uniquement un referral plus petit? Alors, c'est des règles qui sont établies, c'est-à-dire que si demain tu es, je veux dire, DG d'une ETI, tes fournisseurs sont forcément tes fournisseurs, tes prestataires, tes partenaires sont à 80% des entreprises qui sont plus petites. Je veux pas. Cette ETI peut très bien avoir comme client Airbus. Mais imagine, tu es directeur général d'une ETI, il y a 1000 on va dire qu'il y a 1000 très grosses entreprises. Par chance, tu as 5 très grosses entreprises dans tes clients. Tu ne vas pas envoyer une structure qui est plus petite que la tienne vers un très gros client, à moins que tu établis une joint venture ou un partenariat qui te permet d'aller voir cette entreprise. Je te donne une expérience très personnelle. Moi, la première société que j'ai créée qui s'appelait Idosense, on était 15 personnes. On créait des petits capteurs pour mesurer des changements physiques ou enfin plutôt des changements physiques. Donc, par exemple, une valve, est-ce qu'elle est bien tournée? Sauf que moi, tout seul, dans mon bureau, j'étais beaucoup trop petit pour aller voir Arkema qui va installer ça sur des plateformes pétrolières. Donc, je me suis adossé à Altran, boîte d'ingénierie qui était capable d'aller parler de pair à pair à Arkema, à Thales, à Bouygues Construction. Voilà. Ok. Donc après, c'est des stratégies de développement commercial. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup. Mais tout seul, j'allais passer par le directeur des innovations. Pendant 12 mois, il allait me dire ouais, c'est très intéressant. Puis j'allais finir dans un placard parce que je n'avais pas la capacité d'exécution, je n'avais pas la capacité de me plugger sur leur système d'information.
Et puis même, j'étais un acteur beaucoup trop petit pour, pour, pour travailler eux avec ils n'allaient pas engager des projets sur un acteur qui n'avait pas des capacités financières, une solidité financière. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez tous à identifier votre client idéal? Là, si sur le mois de juin, vous devez prospecter les 10-15 boîtes qui vous semblent être les plus prometteurs, ou c'est quelque chose qui est encore un peu difficile à identifier de votre côté? Perso, pour moi, oui. Il n'y en a pas bien plus que 15, mais oui. Ok. Oui, pour moi aussi. Ouais, nous aussi. Ok, super. Bon, bah alors c'était juste un petit rappel. Donc, si vous êtes là, je me dis que vous avez peut-être du mal alors à les contacter. Donc, on va voir comment on peut avancer. Hop. Tac. Créez votre fichier de prospection. D'abord, pensez aux critères avant de penser aux outils. Juste un petit tour de table, si vous pouvez me dire à la volée, aujourd'hui, quels sont les outils que vous utilisez pour créer vos fichiers de prospection? En ce qui me concerne, c'est Sales Navigator, LinkedIn. Tu connais très bien, Florent, rien n'a changé pour nous. Limlist pour envoyer les séquences de mails automatisées. Ok. Drop Contact pour trouver les mails, ainsi que Phantom Booster pour les petits trucs, pour les petits fantômes, histoire de convertir les tableaux, les recherches LinkedIn pour les transformer en tableau Excel, etc. Okay. Donc voilà, classique, je pense que tout le monde connaît ces outils. Mais... Ok. Est-ce que vous êtes tous des habitués de Sales Navigator? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas? Bon, je ne connais pas, moi. Allez, bon. Je vous présente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est on est très vite amené à parler des outils, tout de suite se lancer dedans. Par contre, quand vous avez défini votre client idéal, il va falloir trouver, on ne peut pas prospecter les 1000, je veux dire, par exemple, vous avez un code NAV des artisans, je me répète un peu, mais vous ne pouvez pas prospecter les 5 millions, vous ne pouvez pas prospecter les 1000 plus grosses entreprises françaises, les 2000 ETI françaises. Ce n'est pas possible. Enfin, vous pouvez les prospecter d'une manière pêche au filet, vous lancez le filet, puis vous voyez qui est intéressé par votre problème, mais vous avez dépensé toutes vos cartouches et vous ne pouvez pas envoyer le mail email. Donc, votre objectif en créant votre fichier de prospection, ça va être de cartographier l'ensemble des acteurs que vous pouvez contacter, mais surtout de trouver un trigger qui va faire que vous avez une alerte qui vous dit à ce moment-là, l'entreprise, le prospect est à même d'être intéressé par ma solution parce qu'il y a eu un événement dans l'entreprise, il y a eu un changement dans l'entreprise, il y a un critère qui permet que j'ai une légitimité à le contacter par rapport à ce que j'ai comme information. Et c'est ça qui est très important, c'est de définir quel va être dans les ventes que vous avez réussi, quel va être le critère que vous avez pu identifier qui va faire basculer la vente, qui va vous dire, OK, là, maintenant, j'ai besoin de vous parce que je me retrouve dans telle situation. J'ai besoin de recruter, j'ai besoin d'apporter tel changement, j'ai besoin de m'outiller, j'ai besoin d'amorcer tel projet, je me retrouve à telle difficulté. Et alors, bien sûr, ce que l'on va poser par papier pour définir son client idéal, c'est très difficile de retrouver les mêmes critères dans les outils. Donc, nous, chez Sales & Strategy, on vient venir utiliser plusieurs outils payants ou gratuits. Et les outils payants, aujourd'hui, ne sont pas forcément l'apanage, je veux dire, pour aller chercher ces 10, 15, 100 clients idéaux. Moi, je vais vous présenter deux outils qu'on utilise au quotidien chez Sales & Strategy, qui sont Sales Navigator et également Société Info. Mais vous allez voir qu'ensuite, j'ai une autre slide, il y a une pléthore d'outils et de méthodes gratuites qui permettent aussi d'aller prospecter. Sales Navigator, c'est une suite logicielle de LinkedIn, c'est-à-dire qu'il va rassembler l'ensemble des informations entreprises et des prospects de LinkedIn. Vous allez pouvoir appliquer des filtres qui sont beaucoup plus puissants que des recherches booléennes sur LinkedIn. Une recherche booléenne, ça va être de taper, par exemple, quelque chose de très classique, mais directeur e-commerce, entre guillemets,
and prêt-à-porter. Ça va me permettre d'obtenir que les directeurs d'e-commerce qui travaillent dans une entreprise de prêt-à-porter en France, par exemple. Sauf que les recherches booléennes sur LinkedIn, au bout d'un moment, elles ont certaines limites. Sales Navigator, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire une liste de comptes. Donc là, vous allez par exemple pouvoir aller chercher l'ensemble des entreprises qui vous intéressent. Par exemple, je veux des entreprises qui sont uniquement dans qui vont transformer de l'aluminium pour ensuite fournir les industries automobiles. Vous allez comme ça, je pense que c'est la méthode la plus rigoureuse de créer une liste d'entreprises à la mano ou de les découvrir par secteur, siège social, secteur d'activité, chiffre d'affaires, croissance des effectifs, si c'est des choses qui sont importantes. Est-ce qu'ils ont publié des offres d'emploi parce que vous êtes sur une phase de recrutement? Et d'ensuite, de venir mettre cette liste de comptes par exemple, on va prendre l'ensemble des foncières commerciales. Par exemple, j'ai créé une liste de comptes. Là, on a l'ensemble des foncières commerciales sur la France. On voit qu'il y a 60 000 personnes. C'est beaucoup trop. Je veux identifier je veux identifier des niveaux hiérarchiques très élevés. VP, voilà. Je veux que ceux qui viennent d'arriver sur un poste. Je vais pouvoir régler l'ancienneté sur le poste. Je vais pouvoir cibler par école. Par exemple, je vais prospecter que ceux qui sont sur des travaux. Donc, je vais mettre des écoles d'architecture. Je vais écarter ceux qui parlent anglais. Voilà, je veux prospecter que ceux qui sont sur la France. On va pouvoir comme ça venir créer sa base de prospection d'une manière très ciblée. Nous, on utilise beaucoup l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté au poste actuel. Des personnes qui sont là depuis 6-10 ans ne vont pas avoir les mêmes objectifs que des personnes qui sont là depuis moins de 1 an et entre 1 et 2 ans. Je pense que c'est quelque chose que vous arrivez à cerner dans les ventes que vous avez à faire. Le seul problème de cette recherche, c'est qu'une personne, en moyenne, elle met 3 à 4 mois pour actualiser son profil. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas forcément avoir quelque chose d'exhaustif. Il n'y a aucun outil qui vous permette d'avoir quelque chose d'exhaustif. Un autre outil qu'on utilise beaucoup, Société Info, qui est très franco-français. Il y a d'autres outils qui sont également à des échelles européennes, voire internationales, avec des prix aussi qui vont avec cette proposition de valeur, qui sont donc très chères, où là, de la même façon, on va pouvoir indiquer un code NAF d'une façon très ciblée. Donc, ça marche moins pour des entreprises qui sont très innovantes. Demain, vous voulez prospecter l'ensemble des PropTech, c'est-à-dire des startups technologiques qui apportent des solutions pour toute la gestion de l'immobilier, du bâtiment, de la construction. L'État n'a pas encore créé de code NAF qui va rassembler ses propres PropTech. Donc, ça concerne plutôt des activités traditionnelle. Une PropTech, on va la retrouver dans construction, mais on va la retrouver aussi dans information et communication, peut-être activité financière et d'assurance. On va la retrouver dans plusieurs codes NAF. Donc, ça marche très bien sur des activités traditionnelles. Vous allez pouvoir identifier aussi de la même façon par titre de poste avec une bonne granulométrie, obtenir des emails directs ou génériques, directement les téléphones. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est de classer par chiffre d'affaires. Alors, bon, ça se fait sur le dépôt au greffe. Il y a de moins en moins d'entreprises, il faut le savoir, qui le déposent au greffe. Donc, là aussi, vous n'allez pas pouvoir être exhaustif, mais au moins, ça vous permet aussi de cibler par résultat net dans quelle situation financière est l'entreprise. Et il y a un autre élément qui est intéressant. Il y a pas mal de filtres, mais celui que je trouve intéressant et qui est en cours de construction, c'est des événements. L'ancienneté de l'événement. Est-ce qu'il y a eu une fusion-acquisition? Est-ce qu'il y a eu une actualité financière? Est-ce qu'ils viennent scraper toute l'actualité sur Internet de l'entreprise? Est-ce qu'elle est en phase de recrutement? Des dernières nominations? Voilà. Ça peut être des éléments qui vont déclencher, des alertes
ou enfin des éléments de prospection. J'ai constaté que ça fait 6 mois que vous êtes à ce poste. Est-ce que vous avez tel enjeu? J'ai constaté que vous avez fait une fusion, une acquisition. Est-ce que vous avez un besoin de coaching, de formation en management? Voilà. J'ai constaté que vous avez effectué de forts investissements là-dessus. C'est des éléments qui peuvent être des déclencheurs. Alors, ça dépend, bien sûr, de votre client idéal. Sachant que, juste pour faire un petit point, Société Info, je parle sous le couvert de Romain, mais on est à 13 centimes, je crois, de la ligne extraite, en fonction du nombre d'extractions que vous faites. Donc, ça peut être assez abordable, alors que Sales Navigator, on est à partir de 80 € par mois. Il ne faut pas oublier non plus des outils qui ne sont pas forcément payants. Je trouve qu'on est très vite aujourd'hui, depuis 10-15 ans, on a construit notre travail avec plein d'outils. Les emails, les visios, les clouds, les drives partagés, les agendas partagés. Et donc, on a été amené à tout de suite utiliser des outils payants. Mais des fois, il faut revenir à des choses fondamentales et se dire, mais où sont si demain, je n'avais pas Sales Navigator, je n'ai pas Société Info ou d'autres outils, où peuvent être les entreprises? Aujourd'hui, il y a des annuaires professionnels, des syndicats qui sont très, très bien organisés, qui sont très bien référencés. Il y a quelque chose aussi qui est basique, mais si vous faites une recherche sur Google, je pourrais vous donner en off des mots-clés. C'est, je sais pas, producteur d'aluminium France, tout simplement. Vous avez les 20-30 premiers résultats déjà à prospecter. Je ne sais pas si tout le monde a prospecté ces 30 premières sociétés. De regarder les annonces de jobs sur LinkedIn, qui sont aussi des marqueurs très importants des dynamiques des entreprises et des besoins qu'elles vont avoir ou ce qu'elles vont entamer dans 6 mois. Je suis en train de recruter un chargé d'innovation. OK. Donc, ça veut dire que déjà, là, il y a une cellule d'innovation qui est en train de se mettre en place. La presse spécialisée. Nous, on est, de par nos activités au sein de Sales & Stratégie, on va prospecter pour nos clients. On regarde beaucoup, par exemple, LSA, j'en suis sûr que dans votre secteur, il y a de la presse spécialisée. Qui participe à un webinar? Est-ce que vous avez participé à des webinaires de vos concurrents? Là, je ne sais pas, demain, on a un autre cabinet de conseil en stratégie commerciale comme Sales & Stratégie qui vient participer à notre webinar. Il peut très bien ensuite vous envoyer un message à vous en vous disant est-ce que vous avez des questions ou essayer de se connecter avec vous. C'est quand même de profiter de ce que fait la concurrence pour vous. On regarde aussi beaucoup ce que les cérémonies de remise de prix ou les annonces de levée de fonds. Je ne vais pas dire pas les choses qui sont très, très élitistes, mais par exemple, le top 500 de la croissance qui est établi par le classement c'est la presse Les Échos. C'est une mine d'informations qui est exceptionnelle. C'est toutes les boîtes qui ont la plus forte croissance en France sur les différents secteurs d'activité. Il y a des remises de prix aussi sur chaque secteur d'activité. Chaque salon organise des remises de prix. C'est très intéressant à regarder. Moi, ce que je fais aussi, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder, pas avec son profil personnel, mais souvent avec un faux profil, de regarder les nouvelles connexions de vos concurrents. Si un commercial d'une boîte concurrente directe avec la vôtre a ajouté 10 personnes la semaine dernière, ça veut peut-être dire qu'elle est en train d'échanger avec ces 10 personnes. Donc, si ces 10 personnes échangent avec ce commercial, ça veut dire qu'ils sont dans une phase de réflexion par rapport à la même solution que vous proposez. Donc, go, il faut y aller, il faut les contacter. Il y a quelque chose aussi qu'on fait assez peu, c'est regarder les influenceurs qui sont marquants sur votre secteur et de regarder qui commente. Parce que généralement, les personnes qui vont commenter ces posts, c'est des personnes qui se posent des questions. Pas forcément. Il y a aussi beaucoup de personnes, on ne va pas se mentir, qui veulent se promouvoir au travers de ces posts, mais aussi pas mal de personnes qui vont poser des questions. Et donc là, c'est directement limite un sondage marketing pour vous en ligne que vous pouvez capter en allant voir les commentaires. Généralement, c'est des personnes qui vont dire « je ne suis pas satisfait de ça ». Ah oui, j'ai remarqué que ça. Donc,
un super élément de personnalisation dans votre prospection. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est ça. C'est de mettre nouveau post et le titre du post. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire allez, on va faire ça. Directeur innovation. Ah, il n'y a personne. Allez, je vais taper innovation. Ah non, c'est des postes, pardon. Tac, poste. Je peux pas mettre France, mais par exemple là, j'ai toutes les personnes qui indiquent travailler sur un nouveau poste dont le mot-clé innovation ressort. Il y en a assez peu qui le déclarent. Je ne sais pas si vous avez, enfin, ça date de 3 mois, mais bon, ça permet, je vous rappelle, pour moi, l'objectif, ce n'est pas de scraper les 1500 personnes qui ont un poste de directeur d'innovation, mais c'est d'aller personnaliser. J'ai le plaisir de vous annoncer que je commence un nouveau poste de leader innovation et sustainability chez OnePoint. Ça peut être, qui dit nouveau poste, dit également nouveaux enjeux. Et donc, ça, c'est des personnes qui sont à contacter. Ils ont des objectifs importants. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, alors que ça vous permet d'avoir une démarche très personnalisée. On utilise beaucoup The Official Board. Je crois qu'ils ont, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez. C'est très bien résumé, les 80 000 organigrammes des plus grosses entreprises. Si vos cibles, c'est des PME, TPE, même des ETI, vous pouvez oublier. Par contre, si vous prospectez des très grands groupes ou des filiales de très grands groupes, c'est super intéressant. Je crois que vous avez 5 ou 6 crédits et vous pouvez vous créer des systèmes d'alerte. Je veux prospecter Orange Entreprise. J'ai contacté la direction marketing, ça ne l'a pas fait. Tiens, je viens d'avoir une alerte dans ma boîte email comme quoi le directeur marketing avait changé. C'est une nouvelle personne qui est en poste. Super, je vais pouvoir reprendre de zéro quasiment mes échanges commerciaux et essayer de le contacter. C'est quelque chose qui est quand même très, très puissant si vous l'utilisez bien. Et l'organigramme, ça permet, c'est ce que nous ne délivrons pas non plus. Alors, ils essaient de le faire, mais c'est ce que nous permet pas d'avoir sur LinkedIn. C'est, OK, la personne se dit VP Sales, mais elle est où au niveau de l'administration, enfin, au niveau de l'organigramme? Est-ce qu'elle se met VP Sales pour son propre ego et se valoriser, ou est-ce qu'elle cherche, ou est-ce qu'elle est vraiment VP Sales, ou la personne qui est au-dessus d'elle s'appelle je ne sais pas, juste COMEX, marketing et performance. Et c'est là où vous allez pouvoir tout de suite aller taper sur les bons décideurs. Semtech, une boîte américaine qui est très implantée typiquement en Suisse. Et là, je ne sais pas si on peut, par exemple, moi je parlais beaucoup avec eux. Bon, voilà. Hop. Autre cible aussi qu'on peut, enfin autre réserve, je vois il manque des petits bullet points, c'est tout ce qui est les réseaux d'anciens, d'alumni, des écoles qui sont assez puissants. Certains ont déjà des réseaux sociaux assez poussés où on peut pousser des invitations, où on peut mettre de l'information. Donc aussi de la donnée accessible et encore plus et encore plus activable grâce au niveau de relation 1, 2, etc. C'est quelque chose qui marche. Vous avez juste à taper le nom de l'école. Enfin, moi, j'ai fait l'ISAR à Lyon typiquement. Il y a 3000, il y a quand même 3000 personnes, plus de 3000 personnes qui sont sorties de cette école. Après, je peux définir par secteur. Je pense que j'ai beaucoup d'agriculture et d'agroalimentaire. C'est normal. Mais voilà, ça permet quand même, groupe e-commerce, c'est manager chez Carrefour. Ça permet d'accéder à des dirigeants très rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous vous dites, tiens, je suis trop focus sur des outils, j'utilise pas certains outils? Est-ce que vous voulez me dire, tiens, est-ce qu'on a un outil qui permet d'aller chercher tel critère? Si on peut vous répondre, super. Si on peut pas vous répondre, on échange après, mais
Pas forcément de questions? Ok. Posez les bonnes questions pertinentes à votre buyer persona. Je pars du constat que on va faire une partie rationnelle et puis après la partie émotionnelle. Nous, on intervient au sein d'entreprises où les entrepreneurs ou les commerciaux parlent beaucoup, présentent beaucoup les caractéristiques. Qu'est-ce que les caractéristiques apportent comme fonctionnalité et qu'est-ce que les fonctionnalités apportent comme bénéfice. Et après, s'arrête là. Pour nous, être dans une démarche de développement commercial, c'est aussi et surtout ne pas chercher à vendre, mais aider l'autre à acheter. Et donc, à lui permettre de se poser des questions qui vont peser les pour et les contre. C'est pour ça que j'ai pris l'image de la balance, mais vous allez lui proposer quelque chose, il va en parler au sein de sa direction, avec ses collègues, au sein d'un copil, d'une réunion. Ils vont forcément, comme vous le faites, hein, sur chaque étude de projet, c'est quoi les pour, c'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les risques. Et du coup, je pense que vous devez l'amener par vos questions à lui-même apporter ses réponses sur ces différentes questions. Chaque prospect va se poser les questions suivantes. Quelle est l'alternative aujourd'hui que j'utilise et comment ce que vous proposez vient hacker la façon dont vous arrivez à résoudre le problème. L'objectif n'est pas de résoudre le problème, mais l'objectif est de résoudre de façon innovante de venir résoudre de façon innovante le problème que vous cherchez à résoudre. Comment vous arrivez à le résoudre de façon plus rapide, plus simple, pour moins cher, de façon plus intégrée, compréhensible par tous. Comment vous venez craquer la façon dont vous arrivez à résoudre le problème. Si vous résolvez le problème de manière, de la même façon que l'alternative que l'utilisation. Pardon, excusez-moi, je reprends. Si aujourd'hui vous proposez la même chose que l'alternative qu'il utilise, vous n'allez pas apporter une innovation dans la façon de résoudre le problème. Il va regarder également le coût du non-changement, l'impact du non-changement. Si demain, il ne résout pas son problème, par rapport aujourd'hui, ça lui prend 3 jours par mois pour le faire. Il emploie 2 personnes. Il a un risque de mal faire son travail. Ce risque impacte quoi? C'est des arrêts de travail, c'est des nécessités de devoir recruter sur des process longs, 6 mois. Quel est le coût? Est-ce qu'il arrive à chiffrer le coût et l'impact du non-changement? Ça, c'est quelque chose de très difficile, mais qui peut être très impactant si vous arrivez à le faire. Quel est le résultat quand le problème sera résolu? Ça peut être très bien des résultats rationnels, mais aussi des résultats en termes d'ego, de statut. C'est quoi le résultat pour lui? S'il arrive à développer ce projet, quelle va être sa perception au sein de l'entreprise? Comment il va être perçu? Et ça, on l'implique, on le dit, on met peu en avant ce côté ego. Alors, pour des personnes qui aiment peu prendre des risques, tout ce qui va être conformité, DAF, qualité, c'est sûr que eux, ils vont pas avoir une perception d'ego. Ils vont plutôt se dire comment je me conforme à des normes. Donc ça, c'est tout ce qui va venir gonfler les aspects positifs dans la réflexion que va avoir votre prospect. Les côtés négatifs, c'est quel est le degré de sacrifice, quels sont les efforts que votre prospect va devoir prendre sur son temps de travail aujourd'hui pour adopter votre solution et obtenir les résultats souhaités. Si demain, vous lui dites on va devoir travailler ensemble pour au moins 3 semaines, 15 jours étalés sur 3 mois, vous comprenez que c'est un temps de travail qui est énorme. Je ne vous dis pas qu'il faut faire des solutions où c'est pris en main en 2 heures de temps. Mais c'est quelque chose qui est souvent des éléments qui vont stopper une vente parce que
l'effort interne, l'effort de, non pas de vente interne, mais l'effort pour que l'ensemble des parties prenantes participent à la réalisation du projet pour obtenir les résultats est énorme, qu'il ne se sent pas, qu'il sent qu'il n'a pas le pouvoir pour mobiliser l'ensemble des équipes. Et donc ça, c'est quelque chose quand même qui a exprimé clairement, de voir ses capacités, son pouvoir d'impliquer l'ensemble de l'équipe. Vous devez aussi être très clair sur quel va être le temps pour obtenir les résultats. Vous vendez une solution, je ne sais pas, qui va permettre des personnes, qui va permettre à une direction RH de faire passer ses managers à des managers coach. Vous voyez bien que le temps pour obtenir les résultats, ce n'est pas en 24 heures, ça va être en 12 mois, ça va être très long. Donc, il faut être très clair sur les milestones, les étapes qui vont permettre de se dire on est dans le bon sens pour obtenir tel résultat. Et aussi, quelle est la probabilité de les atteindre. Nous, on est sur des missions généralement de tests de go-to-market. On a une forte probabilité de ne pas atteindre des résultats, c'est-à-dire de ne pas trouver le marché visé. Et donc, il faut aussi exprimer clairement ce risque-là de ne pas atteindre, les résultats. Et je trouve qu'on amène assez peu. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, c'est en moyenne les personnes, les sales qui posent entre 11 et 14 questions ont, je ne sais plus, 70 ou 80% de chances de faire plus de ventes. Et je trouve que on mise tout sur cette écoute active, mais finalement, l'écoute active, c'est bien si vous arrivez à poser les bonnes questions et à poser des questions qui font mal, des questions qui vont se dire « Ok, je suis face à une inconnue, je suis face à quelque chose que je ne maîtrise pas. » Il vient vous chercher parce que vous êtes un expert, vous lui apportez quelque chose qu'il ne maîtrise pas dans la façon dont vous allez résoudre le problème. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment aller plus loin dans toutes les questions, non pas de qualification, mais les questions qui amènent à créer cet écart entre je veux réaliser ça, je pensais le réaliser comme ça, je me rends compte que l'écart pour le faire est beaucoup plus grand. Et à ce moment-là, ouais, je me sens fragile, je ne suis pas sûr de moi, je vais peut-être décevoir mon entreprise, ma direction, j'ai peur d'y aller, j'ai besoin de me faire accompagner, je ne peux pas y aller seul. Et ça, c'est une vente, c'est que l'écart entre ce que je souhaite faire et ce que je peux faire. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie rationnelle? Ça ne concerne pas forcément toutes les ventes. Je ne sais pas si vous l'utilisez quotidiennement ou enfin quotidiennement. Si vous êtes déjà allé aussi loin dans votre démarche de vente sur cet aspect-là. Merci Baptiste. Tu me coupes mon monologue. Ça fait plaisir. Écoute, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'essaye de le faire. J'essaie de le faire le plus possible. Des fois, par contre, je me heurte à une chose, c'est, tu sais, des fois, les prospects, ils ont une certaine psychologie, ils n'ont pas forcément trop envie de se livrer sur leur émotionnel à eux. Et il y en a avec qui ça passe très bien, ce genre de questions, et il y en a avec qui ça passe moins bien, voire pas du tout. Et du coup, on n'a pas de réponse. Ou ils nous trouvent un peu, des fois, j'ai l'impression, il me trouve un peu chelou quand on pose ces questions. Comment tu peux gérer ça Ouais. Non, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que, comme tu le dis, quand on est dans une démarche de vente, on n'a envie que d'avoir des bonnes réponses. Ça, c'est des réponses qui amènent de la confrontation, qui amènent de l'incertitude, de la peur. Tu as vu les réponses que l'on obtient, elles sont floues. Les gens veulent pas se dire je suis pas compétent pour faire ça. Par contre, c'est un élément qui est super intéressant et on va justement y venir sur la partie émotionnelle par la suite. Mais déjà, c'est pas parce que tu poses la question une fois que tu obtiens forcément la bonne réponse. Moi, je la pose plusieurs fois. Sur les très gros projets, on la pose plusieurs fois. Parce que les personnes sont vite amenées à te dire « Oui, ça, je maîtrise. Ouais, non, mais ça, je ne veux pas m'étendre. » Ok. Et c'est là aussi où je me dis, moi, que je ne vois pas assez de compte rendu suite aux réunions commerciales. Mais c'est de poser des statuts, de dire
On a fait ce premier échange. Voici l'état de l'avancement objectif que vous avez. Et de revenir dessus sur le prochain entretien. Et de dire, c'est aussi l'objectif je trouve que de la posture dans la vente, d'amener toi ton expertise et d'être un adulte. Tu parles à des adultes. Donc de dire, là, moi, à ce stade-là, je vois que vous ne maîtrisez pas ça. Je vois que vous n'avez pas encore évalué le temps de travail qu'il fallait pour obtenir ces résultats. Je vois que vous voulez faire ça, mais vous n'avez pas l'équipe en place. Ou vous avez une personne, mais en tout cas, vous n'avez pas défini une matrice des responsabilités et le temps de travail, il est beaucoup trop important pour faire ça. Je vois que vous m'avez exprimé ça comme problème. Je pense que c'est aussi, tu vois, de partir, de quitter l'émotionnel, de quitter l'ego pour dire, objectivement, aujourd'hui, moi, j'ai pas une réponse assez claire pour aller sur un troisième rendez-vous, vous faire un devis. Je veux pas faire un devis, je veux pas avancer sur une démarche de devis sans avoir ces éléments-là. C'est aussi de bousculer une vente, c'est ça, hein, c'est de créer un momentum. Hein. Tu vois, c'est un peu, je veux dire, un match de rugby où tu es obligé à un moment donné de bousculer pour créer un espace et avancer. Mais si tu es trop gentil, je dis pas d'être agressif, mais je pense pas que la gentillesse, la politesse amène des bonnes questions ou amène des bonnes réponses. Okay. Ton but, c'est juste d'obtenir des réponses. Alors, je déteste les phrases types, mais je vais vous donner des questions types sur les émotions. Mais moi, ce que j'aime faire, ce que je dis, c'est mettre le couteau dans la plaie. C'est quand tu as vu quelque chose, c'est d'aller plus loin. OK, face à ce problème, vous faites comment? Vous pouvez m'en dire plus sur la façon dont aujourd'hui vous faites ça? Vous ressentez quoi comme malaise? Est-ce que vous évitez? Vous le faites combien de fois? Voilà, c'est ce type de questions. Ok, super, merci beaucoup. Très clair. Allez, c'est quelle heure? Hop, 10h20. Ah ouais. Je ne vais pas vous tenir non plus trop longtemps. On passe sur les émotions. Bon, vous avez compris vous avez compris l'importance du relationnel. Par contre, on dit qu'une vente, c'est 50% de ce que vous vendez, votre produit, votre service, 50% de comment vous le vendez, donc de vous. Par contre, de vendre avec les émotions, c'est 3 étapes. Qui vous êtes, savoir qui vous êtes, qui vous avez en face de vous et comment vous allez arriver à adapter votre discours pour changer l'état émotionnel et les implications que l'émotion va avoir sur la raison. Vous savez très bien que les émotions sont des facteurs de motivation énormes et sûrement beaucoup plus que le rationnel. J'en suis sûr que vous avez déjà eu des clients qui vous disent « Ouais, c'est super ce que vous faites », puis vous le relancez 2-3 fois par email, par téléphone, puis ça ne bouge pas. C'est juste qu'il n'y a pas le moteur émotionnel derrière pour se dire « Ok, je passe à l'action ». Là, ouais, j'ai perçu que c'était une problématique. Je me lève le matin, je me dis « Il faut que je résous. C'est un problème que je dois résoudre ». Se connaître soi-même pour évaluer le prospect. C'est un exercice qu'on oublie souvent. Moi, je l'oublie tout le temps. On va être franc. Parce qu'on est dans ce que l'on fait, on est dans dans le brouhaha quotidien et les actions. Mais typiquement, moi, je suis plutôt un profil dominant, direct, rapide, fonceur, énergétique, exigeant, indépendant. Face à moi, si je dois vendre un logiciel de consolidation financière pour du CAC 40. J'ai plusieurs filiales, je veux savoir à l'instant T ma trésorerie. Je parle à un DAF. Il est précis, formel, réservé, prudent, réfléchi, analytique. Vous voyez très bien que si je lui parle sur la même tonalité qu'aujourd'hui, c'est-à-dire oui, ça se fait très rapidement, il y a plusieurs étapes et c'est en mettant de l'énergie dans le projet que vous allez y arriver. Un DAF, il va se dire c'est une personne qui est totalement incompétente, je vais pas lui confier mon projet de consolidation financière. Donc, j'en suis sûr qu'à travers votre persona, tous les titres de poste, vous voyez bien que la direction commerciale est totalement différente d'un DAF, d'un directeur général, d'un directeur innovation, d'un CTO. Et donc, c'est à vous de vous adapter, de savoir qui vous êtes, comment vous vous positionnez et qui vous pensez avoir en face de vous avant de le connaître. Et de permettre d'adapter votre gestuelle, votre rythme de voix,
les mots-clés que vous allez utiliser, c'est pas du tout la même chose de dire on va faire ça, 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 étape par étape, que de dire dans un premier temps, on va faire cette étape, l'objectif c'est ça, avec tel livrable. Tant qu'on n'a pas atteint ce livrable, on passe pas à la prochaine étape. Et ça, on le voit très peu de personnes qui font cet effort de réflexivité. Parce qu'on a le naturel qui prend le dessus et on pense que notre personnalité va suffire à impliquer la personne en face alors qu'elle attend un effet miroir. Les émotions sont le signe de problèmes importants pour le prospect. Là, si tu veux, Baptiste, des phrases clés que moi je cherche à poser, mais sur toutes les ventes, même les plus rationnelles. Comment vous sentez-vous pendant que vous faites ce travail? Comment savez-vous si vous faites bien le travail? Comment vous sentez-vous lorsque le travail est terminé? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous frustre? Ou quelle partie de votre travail est ennuyeuse? Qu'est-ce que vous remettez à plus tard ou essayez d'éviter? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimeriez faire d'une façon plus facile et rapide et pourquoi? Et là, on va changer vraiment de la partie totalement rationnelle et la personne va venir se libérer. Elle va vous donner des mots-clés que vous allez devoir utiliser. Pourquoi ces mots-clés sont très importants à noter ou à capter? C'est que ça va être les moteurs des motivations d'achat. Demain, vous vendez quelque chose à une société qui permet de faire de la gestion de trésorerie en temps réel pour des sociétés qui transforment de l'aluminium. C'est ultra rationnel. Vous leur dites, vous allez pouvoir gagner 10 points de marge sur votre trésorerie. Mais c'est absolument pas la motivation d'achat. La motivation d'achat, elle va être sur la sécurité. OK, je veux sécuriser mes achats, je veux sécuriser mes ventes, je veux avoir un contrôle sur mon activité. Et la motivation d'achat, ça va être l'argent. Donc finalement, on revient sur des choses qui sont très très classiques sur du B2C. Pourquoi j'achète un iPhone? Parce que c'est une nouveauté, c'est de l'orgueil. Pourquoi j'achète un Mercedes Vito? Parce que c'est du confort, je peux mettre toutes mes choses dans mon coffre. Mais ça, on l'utilise assez peu dans le B2B, alors qu'on devrait le mettre tout de suite, même dans les approches de prospection. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du niveau est-ce que tous les matins, vous dites que vous avez un manque de contrôle sur votre trésorerie, sur les achats aluminium, au lieu de dire est-ce que vous voulez gagner 10 points de trésorerie à la fin de l'année? On l'utilise vraiment pas assez. Les réponses que vous devez obtenir, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux bandes classiques, budget, la chaîne de décision, le besoin, et j'en oublie, besoin, et le temps. Et le temps, merci François, et le temps pour allouer le temps sur lequel le projet va se faire. Aujourd'hui, l'objectif principal d'un sales pour vendre, c'est de rapidement vendre. C'est de créer des momentum, c'est de créer un système d'urgence pour pas que la vente, on en fait tous des ventes qui s'étalent sur 6, 12, 18 mois. C'est juste dès le premier rendez-vous, on n'a pas réussi à créer une peur, on n'a pas réussi à créer ou à détecter au sein du prospect cet écart émotionnel qui va se dire ok, demain là je crée une réunion pour qu'on parle de votre projet, j'en parle à la prochaine et je veux même que vous fassiez une autre réunion avec telle personne. Et donc pour poser ce cadre, il faut quand même poser les questions. C'est quoi les défis à relever en interne et en externe que vous avez? Comment ma priorité devient une priorité pour vous par rapport à votre plan d'action? Quelles sont les dates d'échéance des autres priorités et les étapes que vous pensez mettre en place pour valider notre projet? Et je trouve que les questions 7 et 8, c'est très important. C'est les conséquences. De poser clairement ces questions, c'est quoi les conséquences si demain on travaille ensemble et qu'il y a un échec? C'est quoi les implications pour votre job en cas de réussite? Comment vous allez être perçu dans la boîte? Comment est-ce que ça va être un facteur de promotion, de demande de hausse de salaire? Est-ce que ça fait partie de votre plan de carrière? J'en suis sûr, enfin, il n'y a personne qui pose ces questions. On ne les pose pas en groupe, mais ça vaut le coup de les poser en off ou d'amener une petite graine. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, sur la partie des émotions? Je regarde vos têtes, je vois des noms. Vous êtes des masters du jeu théâtral pendant les rendez-vous. Vous arrivez à faire crisper, à tirer les verres du nez, à créer de la ride du lion.
à faire stresser vos clients. Bon, bah, super, bravo. Ouais. Nous, on insiste beaucoup là-dessus parce que Françoise a fait beaucoup de théâtre et on organise des jeux de rôle pour bah, les sales qu'on a en interne et les clients qu'on a. Et ça évite d'avoir des rendez-vous qui sont un monologue où c'est le sales qui stresse plus que le client en face. C'est Euh, clair. La posture gagnante pour faire avancer les ventes, c'est quelques tips, mais on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je déteste parler de négociation parce que quand on est amené à parler de négociation, ça veut dire qu'on n'a pas fait la bonne qualification, qu'on n'a pas posé les questions qui font mal et que la personne va vous demander un rabais. Ça veut dire qu'elle n'est pas elle va vous demander un discount, un pourcentage, un rabais. Ça veut dire qu'elle n'a pas compris la valeur ajoutée et qu'elle n'est pas prête à payer ce que vous proposez, qui, je pense, est au juste prix. Là, je vous donne juste quelques tips. Vous prenez, si vous voulez aller plus loin, il y en a beaucoup plus sur comment adopter une posture de vente pour faire avancer les ventes. Vous êtes le seul. Le sales, c'est quand même la personne qui va créer la première ligne la première ligne qui est dans le compte de résultat, qui est le chiffre d'affaires. Donc, vous êtes le moteur des ventes et ça passe beaucoup par la posture. C'est en aucun cas, le marketing peut vous aider, mais il y a encore beaucoup de ventes B2B qui se font grâce à vous. Donc voilà, 6 tips, arrêtez de vendre et commencez à aider vos clients à gagner les victoires qu'ils veulent relever en interne. Utilisez correctement votre CRM pour mettre des priorités. Quels sont les leads qui sont prêts à signer? Toujours l'alimenter avec des nouveaux leads. Vous contactez 5 personnes par jour par téléphone. Je crois que j'avais calculé, ça fait 800 tentatives de contact sur l'année. C'est énorme. Ne vous dites pas, je fixe une journée de prospection, 5 leads. 5 personnes que vous avez identifiées sur LinkedIn via des triggers spécifiques, c'est énorme. Vous parlez à des adultes, demandez-leur de se positionner, demandez-leur d'être également des adultes, de vous donner des réponses précises. Moi, je vois très peu de sales dire « Ok, on a fait un premier échange, sur une échelle de 1 à 10. Comment vous voyez, comment vous pensez qu'on peut avancer? Est-ce qu'on est plutôt à 3? Est-ce qu'on est plutôt à 10 ?» Voilà, de poser des milestones, de poser aussi des questions qui font mal, de revenir sur des questions où vous n'avez pas les réponses. Excusez-moi, la réponse que vous m'avez donnée, je ne la trouve pas assez précise. Si je reformule, est-ce que vous êtes plutôt ça ou vous êtes plutôt ça? Il faut sortir les verres du nez. Moi, ce que je vois aussi qui se fait très peu, c'est d'informer le prospect des conséquences de son choix. Ok, demain, tu lances ce projet en interne. Ce qui est bien, c'est que tu vas faire monter en compétence quelqu'un. Mais par contre, voici les risques face à ça. Et des risques chiffrés, des risques émotionnels, des risques de statut. C'est toi qui prends la décision. Si le projet échoue, ça veut dire que tu vas être face à tes collègues et tu auras un projet qui va échouer. Voilà, c'est important. Fixer les règles et les cadres du jeu, on ne le fait pas assez. Voilà, de dire lors du premier rendez-vous, moi je suis dans une position de vente, je suis là pour que la vente aboutisse, je suis là pour vous aider à adopter la meilleure solution. Je ne veux pas éternaliser la vente, vous m'avez donné vos cadres de temps, ça me paraît bien. Moi, je veux un retour précis, je veux qu'on organise ça à tel moment, qu'on avance étape par étape. Je ne veux pas vous envoyer un devis avant qu'on ait répondu à telle question. C'est à vous de fixer ce cadre du jeu. Et le 6e, ce que l'on ne fait jamais, et moi ce que je déteste, c'est souvent, de mettre à nu les trucages. Vous êtes toujours face à des personnes parfois qui vous disent on ne sait jamais si c'est les vrais décideurs. Ouais, bah ok, je suis prêt à vous signer si vous me faites un discount, si vous me faites un rabais. Ok, mais c'est vous qui signez ou de mettre je ne sais pas si vous voyez ce type de trucage, mais où ils vont être dans une position qui va venir dégrader la relation commerciale et la relation professionnelle que vous avez avec eux. Et moi, je l'ai vu parce que j'ai fait de la vente dans la grande distribution où les personnes, généralement, me disaient bah, si vous ne me donnez pas tel prix à tel moment, on ne passe pas à l'étape suivante. Mais j'avais envie de le dire, pour moi, c'est un trucage dans le sens où vous mettez un obstacle à la vente parce qu'on n'a toujours pas parlé de volume.
Donc, est-ce que la vente s'arrête là ou est-ce que vous voulez parler de volume? Voilà, de mettre à nu ces blocages où les personnes dans leur mentalité pensent que négocier, où ils sont en position d'un achat, ils sont dans une position supérieure, donc ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ils sont des adultes, donc un adulte, il est capable de comprendre ce qu'il fait, ça va pas dans le bon sens, et ça, faut lui dire. Désolé pour le monologue. Avant de vous quitter, juste, je vous précise quand même notre activité. Donc, c'est la croissance commerciale. Nous, on intervient sur chacun des petits encarts jaunes que vous voyez. On va travailler au sein de Sales and Strategy sur la partie outbound, inbound, travailler le cycle de vente, le temps, mais aussi la qualité du cycle de vente, fidéliser ses clients, fixer bien sûr la stratégie de développement commercial, les cibles, les tarifs, les objectifs, les KPI, comment on l'évalue, comment on va dans le bon sens. Les outils, il n'y en a pas qu'un, c'est pas forcément des payants. Et aussi, 50% de la réussite d'une vente est liée uniquement à l'échange que vous allez avoir avec un client, donc coaching, formation. L'erreur principale à ne pas commettre et qu'on voit trop souvent, c'est de dire je recrute un sales, je le mets en poste, il est totalement compétent et je le laisse dans la nature et je pense qu'il va trouver tout seul des noix et des châtaignes pour manger et ça va me suffire. Le métier de sales, comme on l'a vu, mais nous, on est 7 experts au sein de Sales and Strategy. On a des experts sur chaque levier et même pour Romain, toi, tu la connais, cette citation. Pour être expert dans quelque chose, c'est très long. Je crois que, je ne sais plus, au Japon, ceux qui deviennent experts en sushi, je crois que c'est 10 000 heures pour savoir faire cuire du riz. Bon, bah voilà, c'est pareil. Il y a beaucoup d'experts en copywriting qui sont devenus experts en ChatGPT ou en IA conversationnelle. Nous, on essaye d'avoir des expertises et de se tenir, et que chaque personne au sein de Sales and Strategy est un expert ou se tient informé d'un seul sujet. On ne peut pas être expert de tout et c'est comme un dirigeant d'une entreprise, il est obligé de recruter ou de se faire accompagner sur des points précis pour débloquer des goulots d'étranglement et avancer. Voilà. Donc, si vous êtes en phase de recrutement, ne pensez pas uniquement recruter, enfin, maîtrisez vous-même avant de déléguer. Voilà, si vous voulez aller plus loin, nous on a fait un livre qui rassemble, qu'on fait lire à chaque salarié qui rentre dans la boîte. Donc il faut quand même qu'ils aient une appétence à la lecture. C'est un PDF qui rassemble l'ensemble des scripts téléphoniques, des messages, vous pouvez faire des copier-coller, de tous les outils, de tous les CRM que l'on utilise, de toutes les questions de qualification, comment organiser son CRM. Je peux vous fournir le lien dans le chat. Et après, si vous voulez échanger tout sauf sur du yoga, parce que je fais beaucoup moins la position du cobra, beaucoup moins bien la position du cobra. Et en plus, j'ai pas de tatouage dragon. Mais si vous voulez échanger et que ça aboutit pas forcément à un coaching, un accompagnement, une formation, c'est avec grand plaisir. On peut se fixer un échange 15-30 minutes. Des fois, on vient débloquer des situations sur 1 heure, sur des points vraiment, je ne vais pas dire minimes, mais des points très précis. Et c'est un coût des fois très faible. On ne vend pas que des formations sur 6 mois. Voilà.